Si la quête que désormais ils menaient côte à côte les rapprochait, elle dressait aussi entre eux l'objet auquel elle s'appliquait, et en faisait une sorte de frontière d'autant plus insurmontable qu'innommée. Parfois il arrivait qu'ils reportassent l'un sur l'autre leurs regards, et la proximité à laquelle par mégarde ils étaient parvenus leur faisait détourner les yeux. Il fallut que le hasard leur offrît le premier geste. Dans la 6e chambre, ils ouvrirent ensemble une cheminée qui permettait d'accéder à la terrasse. Ils en gravirent les échelons et se retrouvèrent à l'air libre. Mais Coralie pensait qu'il existait aussi à certains niveaux de l'édifice des couloirs horizontaux qui auraient permis d'aller d'une salle à une autre dans un ordre différent de celui qui leur était imposé jusqu'alors. Elle laissa descendre Barthélemy et, un moment cramponnée dans l'étroit conduit, elle s'acharna à en sonder les parois. Elle portait ce jour-là une robe bleue de nuit. Ce vêtement à manches longues était fermé au cou par un petit col montant. Sur la gorge s'ajustait un empiècement brodé de couleurs vives. Puis, à partir de la ceinture haute, l'étoffe se déversait dans toute son ampleur pour jouer en plis larges et libres autour du corps et des cuisses, mais pour achever la silhouette sur une transfiguration mutine, laissait nus les mollets. Lorsque, après avoir longuement tâtonné, en vain dans la cheminée, la jeune fille rejoignit son compagnon dans la pénombre, il vit qu'une grande toile d'araignée adhérait à la robe et dessinait à son flanc une blessure terne et laiteuse. Sans trop savoir où le menait son geste, ni ce qui le commandait, Barthélemy voulut la débarrasser de cette trace et peut-être, surtout, se défaire lui-même d'un malaise indistinct. Il approcha la main, tendant les doigts en pince pour piquer prestement quelques filaments sales et arracher à leur suite toute la traînée grise, mais son geste n'eut pas les résultats escomptés. Le travail de l'araignée était peut-être lui aussi fort ancien, et le veilleur ne réussit qu'à recueillir au bout de ses doigts un peu de poudre impalpable, tandis que la longue trace demeurait bien visible et quasi intacte sur le fond bleu de nuit de la robe. Alors, sans s'accorder le moindre délai de réflexion et emporté dans une obstination toute machinale, il entreprit de chasser la toile d'araignée en frottant l'étoffe du plat de la main. Coralie, à son tour attentive jusqu'à la fascination, se prêtait à l'opération en tenant le bras écarté du buste. Mais à peine Barthélemy eut-il effleuré ce corps qu'il sentit à travers le tissu la chair de la jeune fille monter à la rencontre de sa main. Sa main qui, soudain douée d'une autonomie scandaleuse et bouleversante, et dont il s'avisa alors qu'il ne pressentait les gestes qu'avec un considérable retard, accueillait ce don avec avidité et se collait étroitement au plus tendre de la taille de Coralie. Ils étaient immobiles dans la pénombre, et ce contact si peu divers et de si modeste étendue était comme une étreinte qui les tenait cois. Ils ne se regardaient pas. Médusés par l'événement dont ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre se représenter comment il s'était produit, et cependant conscients qu'en lui se concentrait avec éclat le très long et très obscur cheminement d'une irréfutable nécessité, ils ne voyaient rien, ou constataient seulement qu'ils se tenaient ensemble et proches sur le seuil de leur futur dont s'éclairait sans hâte devant eux le delta fabuleux. Et ils n'osaient aller. Debout, tous les deux, sur la sphère de leur vie déjà mêlée, ils attendaient encore qu'un dernier signe vînt du dehors précipiter ce qui s'ébauchait, et ils aggravaient cette attente de toute leur énergie contenue. Était-ce épuisement ou parce que, bien avant lui, elle avait trouvé la vaillance de s'abandonner toute? Alors que, n'osant croire, il hésitait encore et ne savait rompre sa propre immobilité, Coralie tombait contre lui, s'abîmait en lui comme un jeune arbre dans les fougères hautes, et, comme il sentait se presser contre le sien le torse de la jeune fille, une libre tendresse lui fut donnée, et son corps même se creusa pour recueillir celui de Coralie et se rassembler sur elle. Ses mains, jamais si vastes qu'ainsi, retenaient ce fluide de chair. Déjà des lèvres, il lui frôlait lentement la tempe, l'angle des paupières, le point de fuite de la joue au plus près de l'oreille, parmi les boucles brunes qui versaient l'ombre sur ce visage perdu de proximité, et les lèvres enfin, dans cette timidité neuve qui les retenait de mêler leur souffle. Mais l'instant de nouveau basculait, et ils furent bouche à bouche longuement. Le mouvement de chute qui les vouait l'un à l'autre, et les mains de Barthélemy, dont il ne mesurait plus l'initiative, froissaient la robe de Coralie et l'enroulaient comme un cordage qui lui garrottait le buste et le pressait. Elle était nue plus qu'à demi quand Barthélemy la défit de ce premier lien. Comme il rejetait l'étoffe sombre d'un geste vaste,
Il craignit soudain que la jeune fille ne prît son vol dans le sillage de cette ombre et ne lui échappât pour aller flotter vers les hauteurs de la salle. Mais elle restait coulée dans l'anse du bras gauche de Barthélemy, le visage enfoui au creux silencieux de son épaule. Ainsi, repliant l'autre bras sur son amante, et de la main lui enveloppant l'épaule comme pour la protéger d'un froid plus secret que celui du climat, il fut ému de la sentir là, autant que si elle venait de lui être rendue après qu'il eût failli la perdre. Comme si elle partageait de tout son corps cette sensation de retrouvailles et épuisait même un élan renouvelé. Elle allait plus avant vers lui. Les vêtements de Barthélemy s'ouvraient à sa venue comme à la majesté d'une figure de proue se partage la houle, jusqu'à ce que la peau de chacun fût la mesure de l'autre. Un instant, ils restèrent dressés l'un par l'autre, comme jaillit l'eau d'une source vive, puis ils commencèrent de glisser, emportés tous deux dans le sillage de leur retombée, et gagnèrent le sol parmi l'écume de leur linge répandu. Plus que jamais il la portait en lui. Son corps d'homme était tout frémissant des sèves turbulentes qu'elle y avait lentement suscitées, et des germes fugaces qu'elle y avait enfouis. Les mêmes gestes qui réduisaient à merci cette jeune fée et rompaient de bonheur ses membres en croix le rassemblaient en un élan continu et le ramenaient vers elle pour la nourrir des puissances dont elle l'avait investie. Il allait, pesant et lent mais sans heurts. Soudain elle montait vers lui, se dressait, l'agrippait cruellement aux épaules et exigeait de lui qu'il la délivrât de la terreur où elle flambait. Ce fut comme le meurtre propitiatoire d'un enfant. Le bref sanglot qui la brisa contenait toutes ses larmes passées et à venir. En un éclair, il craignit de ne pouvoir recevoir aussi cette sphère de douleur rutilante. Mais le météore explosa en un ruissellement de douceur. Il chercha son témoignage. Le visage de Coralie, paupières closes, lèvres à peine disjointes, était tourné vers un autre lointain. Ainsi, penché vers elle, il était seul, inlassablement seul. Il ne lui restait qu'un peu de vaillance, et il s'y tenait. Et puis il entendit que dans sa chair, dans leur chair renouée, elle l'appelait. L'espoir renaissant faillit lui faire ignorer que cette voix était ténue, qu'elle passait tout juste le seuil de l'appel. Coralie aussi entendait en elle cette voix qu'elle ne connaissait point, qui ne se connaissait pas elle-même. Elle eut honte presque qu'il perçût ce faible cri. Elle eût désiré d'être seule et recueillie, comme une forêt au crépuscule se fermant sur le chant du dernier oiseau. Et aussitôt elle distinguait dans le grand vide les deux notes de ce chant. Sa faible voix dictait les répons non moins timides de son amant. Des larmes de joie lui gonflèrent les paupières et elle en eut une volupté exquise. Il était là. Et elle connaissait que cette vie qu'elle avait crue impérieuse et sauvage du temps qu'elle était inanimée n'avait jamais été que le tremblement d'une angoisse attentive. Elle tourna son visage vers lui. Il avait enfoui son regard. Elle lui vit un visage d'enfant. Elle le chérissait et fut femme dès lors qu'elle le prenait par la nuque pour le ramener à elle. Réconciliés. Alors il osa la contempler avec une ferveur qu'on ne puisse qu'au désert. De nouveau il sut qu'elle le reconnaissait. Il se voûta vers elle, jamais il n'avait été si vaste, pour la baiser aux lèvres. Elle fut grave, car ainsi penché il ressemblait au ciel. Elle noua les bras à son torse, releva les jambes en écrin à ses hanches pour qu'il l'écrasât de tout son haut, et il descendit plus pesamment encore, éternellement. De grandes portes, une à une, s'ouvraient devant eux, et ils allaient toujours de seuil en seuil et de bief en bief, semblables à un esquif clos porté sur le cours inaltérable d'une rivière souterraine. Le séjour de leur souffle se fit sonore comme le cœur même de la nuit. Le flot, soudain, les souleva, et, rebondissant de cime en cime, craignant à tout instant que le séisme ne les séparât, ils dévalèrent des cataractes. Un instant, elle se sentit délivrée par la volupté et se crut abandonnée au silence criblé. Mais il était là, déjà, et la berçait dans les remous. Et s'appuyant à lui, elle laissa que déferlassent, une à une, et de plus en plus lointaines, les amples vagues qui se jouaient de son corps.
Elle frissonnait par accès comme s'il était possible qu'elle fût toujours de nouveau un peu plus dénudée, et chaque fois sur ses épaules, ses seins, son amant faisait pleuvoir un voile de tiédeur. Ils émergeaient ensemble du bienfaisant péril et dérivaient corps à corps dans la soie du crépuscule. La traîne du sommeil vaguement les halait. Le corps de Barthélemy lentement chavirait, mais elle le suivait. Quelque instinct terriblement impérieux en elle exigeait que leurs corps ne se disjoignissent pas jusque dans le grand repos où ils s'enfonçaient, et comme s'il l'entendait encore, il l'entraînait et la maintenait contre lui. Elle percevait, cette fois comme une évidence claire, que nul n'avait su décider lequel pénétrait l'autre. Son corps, celui aussi de son amant, cessèrent d'être à ses yeux l'opaque et profonde statue dont il fallait chercher sans cesse le creux du cœur. Il s'étalait, peau tissée d'une seule pièce sur elle-même, indéfiniment envaginée en creux et relief, et qu'un élan venait soudain de défroisser, si bien que chacun, adhérent à l'autre de toute sa surface, en était indifféremment l'avers ou le revers. Elle s'appliquait plus étroitement de la tête à l'épaule de Barthélemy. Elle se confiait. L'un des secrets replis du monde venait en eux de s'ouvrir et de s'expliquer, et pour elle ce dernier vertige se confondit avec le sommeil. Entre ses bras, Barthélemy sentit que sa respiration changeait, que son souffle prenait le rythme d'une croisière sereine. Il décida, bien heureux, qu'il la veillerait, attentif seulement aux lèvres qui se modelaient à lui.